dit, je suis paysagiste conseil de l'État sur le territoire de l'Hérault. Et c'est un projet particulier parce que finalement, dans notre profession de paysagiste, on ne fait pas beaucoup de jardins. Mais là, c'est un projet un peu exceptionnel. C'est un concours qui a eu lieu. Et quand on a vu passer ce concours, on a dit on ne peut pas laisser passer ça. C'est vraiment le projet du siècle pour nous. Donc on a monté une équipe avec Gilles Clément, que vous connaissez sans doute, qui est artiste, jardinier, écrivain. Alep, qui est architecte du patrimoine. Sébastien Appert, qui est philosophe. Alors, c'était important pour nous d'intégrer une dimension philosophique sur ce projet-là, qui est vraiment particulier. Et Soberco Environnement, qui est un bureau d'études d'ingénieurs écologues. Et dans notre agence, donc l'agence s'appelle Maillot et Toussaint, on est une structure de 5 personnes et on partage l'activité. Il y a des paysagistes et des graphistes dans notre agence. C'est important pour nous de citer tout le monde parce que vous le comprendrez, c'est avant tout un projet d'équipe. Donc, je vais vous raconter des choses en fait, du projet, mais qui nous servent aussi pour nous de réflexion et de laboratoire ensuite dans notre activité au quotidien. Donc, juste pour vous rappeler ou vous expliquer juste un petit peu le contexte, Arquet-Senans est une ville en Bourgogne-Franche-Comté. Le sel vient de la commune de Salins-les-Bains, qui était une petite commune dans une vallée où il y a du sel gemme, c'est-à-dire dans le sol, il y a de l'eau salée. Et donc, à l'époque, il fallait beaucoup de bois pour faire évaporer cette eau et récupérer le sel. À un moment, finalement, il n'y avait plus de bois et ça consommait beaucoup de bois. Et donc, ils ont confié à Nicolas Ledoux une réflexion, qui était un architecte que vous connaissez, une réflexion pour trouver un nouveau site pour délocaliser finalement l'usine de sel, parce que Salins-les-Bains est une usine. Et donc, il a choisi la commune d'Arquet-Senans, qui se situe au pied de la forêt de Chaux. La forêt de Chaux, c'est la 2e plus grande forêt de France. Et Arquet-Senans se situe aussi en bordure d'une rivière. Et donc, le site d'Arquet-Senans, c'est d'abord un projet de territoire. Il s'est positionné entre les deux. Donc, d'un côté, en fait, grâce à un petit circuit d'eau, un petit canal qu'il a appelé le Somoduc, il amène l'eau jusqu'à Salins-les-Bains. Et grâce à la forêt de Chaux, il avait un endroit un peu avec une forêt inépuisable pour faire évaporer ce sel. Donc, c'est vrai qu'à l'époque, c'était pratique. On pouvait changer de lieu. Si on le ramène un peu à la planète d'aujourd'hui, il faut faire avec les éléments qu'on a sur place, parce qu'on n'a pas de deuxième planète, on n'a pas de deuxième endroit pour changer comme ça, de délocaliser une usine. Donc pour nous, c'est aussi une réflexion en disant aujourd'hui, il faut faire avec les éléments qu'on a autour de soi et travailler en circuit court. Ce qui est intéressant aussi, c'est que la forêt de Chaux, c'est un site Natura 2000. La rivière de l'Alou et du Lison, c'est aussi Natura 2000. Et finalement, Arquet-Senans, c'est un petit pointillé, enfin un petit confetti, mais il se veut en fait être un point relais dans ce corridor écologique à l'échelle du territoire. Donc une vision, alors qui n'est pas historique, mais qui est une vision de ce que pouvait être la saline à l'époque de la production. Donc une maison du directeur, ici au centre, avec un grand axe qui mène à cette maison. C'est un endroit qui est vraiment mis en valeur par un axe très important. 2 bâtiments qui s'appellent les Bernes, qui étaient là pour faire évaporer l'eau et récupérer le sel. Il y a un très très bon reportage sur Arte. Il y a un petit film qui explique magnifiquement bien en fait, la composition du bâtiment et l'histoire de la saline. Et ensuite, on avait des bâtiments un peu techniques, avec notamment la maison des ouvriers. Et le long de la maison des ouvriers, il y avait toute une série de jardins. Donc le site fonctionnait en autarcie. On voit sur le visuel, d'ailleurs, il y a beaucoup de bois. Donc la forêt de Chaux est derrière. Selon les études historiques, le bois était plutôt mis à l'arrière, mais je pense qu'à une époque, il était sur la partie devant. Bon, c'est un détail, donc le site fonctionnait en autarcie parce que le sel coûtait très cher, donc il fallait que tout le monde reste bien à l'intérieur de l'usine pour éviter que
que les ouvriers embarquent du sel. Donc après, on a une petite composition comme ça, avec un axe central et une petite composition en étoile. Donc Claude Nicolas Ledoux a fait cette usine, mais il avait aussi en parallèle cette idée d'en faire une ville idéale. Donc c'est l'icône en fait qui est assez connue, où on voit bien en fait qu'il reproduisait finalement la saline sur un cercle complet, et autour il installait une ville. Donc c'est une utopie, mais pour lui c'était vraiment un projet qu'il aurait aimé réaliser. Et ce projet n'a jamais été réalisé, en tout cas il a été réalisé que sur une partie. Et donc il imaginait, c'est une citation de Claude Nicolas Ledoux, un cercle immense s'ouvre et se développe à mes yeux, c'est un nouvel horizon qui brille de toutes les couleurs. Bon, donc c'est un projet finalement qui est resté dans les cartons. Alors, rassurez-vous, je ne vais pas vous faire toute l'histoire, mais c'est important de voir comment un site patrimonial comme ça évolue en fait dans le temps. Donc le démarrage de la production du sel, c'est en 1778. Ensuite, à la Révolution, Claude Nicolas Ledoux est mis en prison. Et c'est là d'ailleurs qu'il développe son traité de l'architecture et qu'il développe toute sa pensée. Ensuite, pour différentes raisons, l'activité de sel s'arrête en 1895. En 1918, la foudre s'abat sur la maison du directeur. Et jusqu'en 1940, en fait, on a des allers-retours entre des dégradations très importantes et aussi une prise en compte que ce bâtiment est un patrimoine assez exceptionnel. Et en 1940, il y a un classement complet au monument historique de la Saline. Par contre, ce site qui est important, on ne sait pas trop quoi en faire, donc il y a différentes évolutions. En 1963, il commence à y avoir des manifestations culturelles pour essayer de faire vivre ce lieu. Ensuite, en 1982, le site est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est la première usine qui est inscrite d'ailleurs au patrimoine de l'UNESCO. En 2001, il y a un premier festival des jardins dans l'idée en fait, d'animer ce lieu et d'utiliser les jardins ouvriers qu'on a vus tout à l'heure sous la forme d'un festival. Et en 2019, il y a le démarrage du projet qui a été nommé Un cercle immense. Donc quelques images du site à différentes époques. Donc on voit en fait qu'à une certaine époque, la Saline était en très mauvais état. Et comme souvent ces bâtiments, alors soit ils sont démolis, ou soit tout d'un coup il y a un réveil, un sursaut, et des associations, des architectes, des gens qui s'occupent du patrimoine s'acharnent pour protéger ce site. Et ensuite, on voit qu'il y a une rénovation, finalement, il y a une trentaine d'années de ce site. Alors, c'est un site patrimonial, mais c'est aussi un espace naturel sensible, un ENS, et ça peut paraître paradoxal, mais c'est un lieu en fait, qui accueille de très nombreux oiseaux. Il y a des très grandes toitures, et donc les oiseaux peuvent nicher alors, dans les arbres, dans les toitures. On a aussi une très grande colonie de chauves-souris. Et la grande prairie qui est à l'arrière, qui est une prairie qui est juste fauchée, sert un peu de terrain de chasse pour les oiseaux et les chauves-souris. Donc le lieu du concours a eu lieu sur cette partie-là, mais c'était pour nous pas une contrainte, au contraire, c'est un enjeu à prendre en compte dans la réflexion du projet. Dans le programme du concours, il était demandé en fait, donc, d'intégrer le rêve de cité idéale de Ledoux, d'enrichir le parcours de visite des espaces visitables toute l'année. C'est vrai que comme c'était des jardins éphémères, bien souvent en fait, les jardins étaient en travaux et le public se plaignait un petit peu en disant tiens, on va voir un site patrimonial, c'est en travaux, on pensait voir des jardins. Et donc il y a eu une réflexion justement pour enrichir les visites et puis qu'il y ait des jardins visitables toute l'année. Créer un îlot de biodiversité. Donc, comme je vous ai montré, c'est un site qui est entre deux sites Natura 2000. Créer un laboratoire des métiers du paysage. Et j'insiste bien, alors ce n'est pas moi qui écris le programme, il écrit des métiers du paysage. Ça, c'est un élément qui est important. Développer l'offre du site avec plus de jardins. Accueillir des concerts. Il y a eu un concert assez exceptionnel il y a quelques années de Gilmour, le guitariste de Pink Floyd. Il y avait 20 000 personnes dans la Saline.
Donc la saline, alors là on va parler plutôt des jardins, mais en fait a une programmation qui est assez fantastique. Il y a un hôtel, un restaurant. Jordi Saval a une résidence d'artistes et il y a des concerts très régulièrement sur le site. C'est un lieu qui est vivant de plusieurs manières. Et la mise en valeur, bien sûr, du patrimoine. Donc, quand on a fait ce projet, on a réfléchi un peu sur le concept et il est venu assez rapidement. Donc, la saline, en fait, son histoire est écrite autour du sel, qui était l'or blanc. Donc, ça permettait de conserver tous les aliments. Donc, c'était vraiment un élément vital à l'époque. D'ailleurs, le mot salaire vient de sel. Les Romains étaient payés en sel. L'impôt le plus important était la gabelle. Donc, on ne se rend plus compte aujourd'hui, on se sert du sel comme si c'était rien, mais c'était vraiment quelque chose de très important. Et on s'est dit, voilà, aujourd'hui, quel est l'élément le plus important pour nous ? Et très rapidement, on a défini cette notion de l'or vert. Et finalement, on l'oublie, mais sans végétal, le végétal permet que l'on respire, il permet que l'on se nourrisse, il permet de se soigner, de se vêtir. Et finalement, sans végétal, il n'y a pas d'homme, mais souvent, finalement, on l'oublie et le végétal est est considéré comme un décor un peu extérieur à notre vie, alors qu'en fait, il est central pour nous. Et donc, on a voulu remettre au centre, finalement, le végétal et travailler ce végétal donc, sous différentes manières à travers des jardins. Donc, ces différentes esquisses du concours. Lors du concours, on s'est dit, est-ce qu'on fait un rond, est-ce qu'on fait un carré Et donc, très rapidement, on s'est dit, on respecte le tracé de Ledoux. Par contre, à l'intérieur de ce tracé, c'est là qu'il faut être créatif et imaginer différents espaces. Donc, on a imaginé le projet en miroir et un peu en symétrie de l'existant, avec donc là, c'est la partie historique, et là, la partie que l'on a créée. Donc, la maison du directeur, et en symétrie, nous avons créé un espace que nous avons appelé le forum. Ensuite, il y a une partie un peu intermédiaire qui accueille les bernes. Donc là, en fait, on a imaginé, on en parlera un peu plus tard, mais un concours sur des sculptures en utilisant les matériaux du site, donc le bois. Mais ce concours n'a pas encore été mis en place. Ensuite, on a une pelouse à l'avant du jardin. Nous avons créé une prairie. Ensuite, il y a les bâtiments, les espaces culturels et les bâtiments construits. Donc, nous les avons réinterprétés sous forme de jardins pédagogiques. Il y a ensuite les anciens jardins des ouvriers, qui étaient devenus des jardins éphémères, avec le festival que la Saline avait lancé. Et dans le programme, ils ont demandé de créer des jardins permanents. Alors, on a répondu au concours avec Gilles Clément. Le mot jardin permanent ne nous plaisait pas beaucoup. Donc, on les a appelés plutôt jardins évolutifs ou jardins en mouvement. Et donc, on va expliquer après pourquoi. Et ensuite, par contre, à l'arrière, sur le nouveau demi-cercle, là, on a des jardins éphémères qui accueillent des créations des étudiants qui sortent de l'école du paysage ou des jeunes diplômés pour créer des jardins. Et les jardins sont réalisés par des écoles. Et ensuite, il y a une promenade qui était vraiment très peu utilisée, enfin qui n'était pas utilisée, c'était un peu l'endroit où les jardiniers mettaient leurs machines, c'était un peu l'arrière-cour de la Saline. Et donc on a remis en valeur cette promenade, qu'on a appelée promenade poétique de Ledoux. Et en symétrie, on a créé une promenade comestible avec des arbres fruitiers. Et ensuite, il y a une autre partie qui s'appelle Au-delà du cercle, mais qui est une prairie gérée en fauche tardive. Et a priori, ici, il ne passe rien, mais elle est très importante justement pour la présence des oiseaux et des chauves-souris sur le site. Donc le projet... Alors, je vais vous expliquer la première partie un peu historique sur laquelle on est intervenu donc, à travers les différents jardins. Et ensuite, je vous parlerai de l'autre demi-cercle qui est une extension du projet existant. Donc voilà la première partie. Donc on a la maison du directeur, la grande pelouse, la maison des ouvriers, les anciens jardins et puis le lieu de promenade. Donc sur cette promenade, on a un grand alignement d'érables donc, qui n'était pas utilisé. Et c'est vrai que c'est même en Franche-Comté, en fait, l'été, il peut faire très chaud.
Donc on a voulu remettre en valeur cette promenade ombragée, y installer du mobilier, et on a voulu aussi remettre en scène Sébastien Appert, le philosophe qui avait travaillé dans l'équipe. Donc lui, il a lu tout le livre, tout le traité. Il nous a ressorti des citations très très belles, et on s'est dit c'est dommage parce que c'est un contenu qu'il faudrait utiliser. Et donc finalement, dans cette promenade, on a mis quelques citations de Ledoux, et des citations qui sont encore très modernes aujourd'hui. Alors je vous laisse lire, mais par exemple, l'extrême simplicité conduit au sublime. Donc il y a des citations sur l'aspect formel, sur le végétal, sur la vision un peu de son architecture. Et donc c'est une promenade un peu philosophique, mais qui est vraiment intéressante et que je trouve, moi, assez moderne. Donc ensuite, les jardins, donc les différents jardins qui existaient ici, il y a eu un festival pendant 20 ans. Donc nous ne sommes pas partis d'un terrain vierge, et donc nous avons réinterprété les jardins existants. Donc l'idée, en fait, c'était de travailler sur l'idée du jardin en mouvement de Gilles Clément, c'est-à-dire de créer des jardins, mais ne pas faire des jardins figés. Ensuite, l'idée, c'était de travailler avec les jardiniers du site. Il y a une équipe d'une dizaine de jardiniers. Donc c'est vraiment important de travailler en co-concertation et en co-conception avec eux. Des jardins dont le centre d'intérêt est le végétal, des jardins visitables toute l'année, et donc un travail de co-signature avec les jardiniers. Donc ça, on l'a dit. Donc nous, on a apporté des idées, on en a discuté avec les jardiniers, on a fait évoluer des choses, et même dans l'entretien, les jardins continuent à évoluer. Donc il y a différents jardins, alors que je vais vous expliquer. Donc il y a une partie sur les graines, une partie donc sur le sol, le recyclage. Donc là, on a 2 jardins sur la thématique de l'eau, un jardin sur la conquête du végétal et un jardin sur l'aspect alimentaire. Bon, je vais vous expliquer les jardins, mais je vais quand même essayer d'aller assez vite. Mais c'est vrai que pour nous, chacun de ces jardins est une forme de laboratoire, finalement, une expérience un peu avec le végétal, et c'est des choses que nous, maintenant, on essaye d'intégrer dans notre conception pour les espaces publics ou pour d'autres jardins. Donc ce premier jardin, en fait, est sur la grainothèque voyageuse. Donc cette idée que les plantes voyagent et elles ne sont pas statiques. Donc on a créé un grand damier en chêne, avec le bois, bien sûr, de la forêt de chaux. Dans chaque damier, on a mis un type de plante, mais qu'on savait finalement qu'il y avait une capacité à s'étendre et à se propager. Et l'idée de ce jardin, c'est de regarder comment le végétal se déplace de casier en casier. Donc là, c'est les visuels du concours. Alors ça, c'est une photo que j'aime bien, là, que j'ai prise, où on voit voilà, les fourmis jardinent aussi. Nous, quand on se balade, on ramasse des graines dans notre pantalon, dans les chaussures. Les animaux, le vent, font déplacer les graines. Et les graines ont inventé des stratagèmes mais qui sont vraiment exceptionnels pour se propager. Donc c'est un jardin qui parle de ça. Et souvent dans les jardins, on aime bien, quand on a mis une plante dans un coin, finalement qu'elle ne bouge pas. On arrache les autres, on ne veut pas qu'elle bouge. Et au contraire, dans ce jardin, on s'amuse à regarder comment elle se déplace. Donc quelques photos de la réalisation. Alors, il y a quelques photos de la réalisation, mais c'est vrai que c'est plutôt un jardin, enfin, même si c'est un peu loin de Montpellier, je vous invite à y aller. Voilà, c'est plutôt un jardin qui se visite, donc je vous parle plus du concept ou du processus de création que du résultat lui-même. Donc un autre jardin, alors toujours sur la thématique des graines, qui est l'idée de la dormance et des graines fantastiques. Donc là aussi, alors, donc c'est pour parler de la dispersion des graines, mais plutôt sur des arbres ou des arbustes. Et on voulait parler en fait de cette faculté qu'ont les graines à dormir. En fait, il y a des graines qui peuvent rester 1 an, 2 ans. Je pense que le record, c'est 1000 ans. Non, en Égypte, on a retrouvé des graines de céréales, plus même. Bon. Ou des graines de lotus. Je sais que les graines de lotus peuvent dormir pendant très très longtemps. Et c'est une capacité assez exceptionnelle. Et donc, on parle des graines dans ce jardin. Il y a un petit clin d'œil, mais on a créé des grands hamacs qui sont tissés entre les arbres. Le public peut aussi aller dormir, on peut se reposer. Comme c'est un jardin qui est assez grand, on essaie de varier les lieux où on se déplace, des lieux qui sont au soleil, des lieux qui sont à l'ombre. Et on propose également des ateliers thématiques autour des graines,
Par exemple, c'est une cabane qui existait déjà, qui avait été faite lors d'un festival. Et donc, on a recyclé des choses, on a réutilisé des choses. Et l'idée, c'était de ne pas faire table rase avec des nouvelles idées, mais finalement, profiter de chaque jardin pour raconter une histoire autour des plantes. Donc là, on a un autre jardin. Alors, ça, c'est une partie qui est sur le sol et le recyclage. Donc, c'est un jardin qui existait aussi en partie. Alors, je vais vous montrer cette photo-là, mais qui est une ronde de peupliers. Alors, c'était un jardin qui était voué à pas rester très longtemps. Et finalement, il y a une ombre qui est très intéressante. Et la Saline, lors d'un festival, devait couper quelques arbres qui étaient morts. Et il trouvait que les trognes, les morceaux, les troncs d'arbres étaient très jolis. Donc, ils les ont mis dans ce jardin. Et alors, ce qui est assez drôle, donc c'est un jardin qui est très ombragé, sur lequel on a rajouté des brumisateurs. Et on travaille une palette végétale de plantes cryptogames. Donc c'est des plantes en fait dont la graine est cachée, donc les fougères, les prêles, et on s'amuse aussi donc sur les troncs d'arbres, il y a des champignons qui apparaissent, et certains troncs d'arbres recommencent à pousser d'ailleurs sous l'effet des brumisateurs. Donc ça donne un décor qui est plutôt un jardin qui est avec une atmosphère qui est vraiment très sympa. Il y a des brumisateurs qui se mettent en place de temps en temps et quand une personne rentre dans le jardin, ils se déclenchent. Donc ça dure quelques secondes. Et donc il y a des feuillages aussi qui sont très grands, comme si à l'ombre on a quelques ostacles, des très grands feuillages. Et on voit donc quelques tilleuls qui ont réussi à repousser finalement, qui étaient morts, mais qui ont réussi à refaire quelques branches dans ce jardin. Donc une fois par an, donc le jardin est fait depuis 2 ans maintenant. Une fois par an, on refait le tour. Alors moi, j'y vais très régulièrement parce que j'habite pas loin. Et on fait le tour avec Gilles Clément et les jardiniers pour voir un peu les questions qui se posent, les évolutions qu'ils ont proposées. Parce que même si on leur dit que le jardin est en mouvement et vivant, des fois, ils hésitent. Et donc, il y a des questions qui se posent. Voilà. Donc, on fait cette réunion une fois par an qui sera dans 15 jours maintenant. Donc, un autre jardin sur la thématique du sol. En fait, on avait entendu une histoire où une maîtresse d'école disait qu'elle avait fait un atelier avec sa classe et en proposant aux enfants de marcher dans la pelouse et que plus de la moitié de la classe avait refusé en disant que la terre était sale et qu'ils allaient salir leurs pieds. Et c'est vrai qu'on se disait aujourd'hui, on vit vraiment hors sol, on est déconnecté finalement. Alors, c'est une chose qui est connue, mais on a proposé un jardin où on peut parcourir les pieds nus, ou en tout cas on propose différentes textures, des matériaux recyclés qu'on a récupérés d'autres festivals ou d'autres jardins, et pour découvrir des sensations avec des matériaux différents. Donc finalement il y a un circuit un peu acrobatique où on peut passer entre des cailloux, des troncs d'arbres, des pommes de pin, de la boue, et puis un circuit un peu plus classique pour d'autres publics. Et donc là il y a une cabane qui avait été faite à l'époque qu'on appelle Carter, qui est en structure de bambou, chanvre et terre. Donc ça, c'est un jardin qu'on a appelé le jardin du temps. Et la Saline avait créé une structure. Alors, ils avaient fait un festival sur le thème du cirque. Ils avaient fait une structure métallique qui était assez volumineuse. Et puis, donc, ils pensaient l'enlever. Et on s'est dit, tiens, il y a peut-être un moyen de le recycler ou de refaire quelque chose, en fait, sur ce jardin. L'idée à chaque fois, c'est de dire comment on peut réutiliser ce qu'il y avait auparavant pour le faire évoluer et éviter finalement d'envoyer ça à la décharge ou de mettre ça dans un coin qui ne sera plus utilisé. Et donc je me suis souvenu d'un instrument de mesure qu'avait inventé Horace Bénédicte de Saussure. Et en fait, il voulait mesurer le ciel et la météo à travers un instrument que je trouve hyper poétique, enfin magnifique. Et donc, il avait défini 52 couleurs de bleu, en partant du blanc jusqu'au noir. Et donc, pour lui, c'était pour mesurer le ciel et puis en faire des relations avec la météo. Et donc, on retrouve ces 52 panneaux de couleurs bleus sur ce cercle métallique. On a profité, on a une espèce de tunnel, donc on a fait un couloir de plantes grimpantes. Et donc on rentre dans ce jardin et on découvre au milieu donc un bassin qui reflète le ciel et on peut comparer en fait les couleurs du ciel avec ces couleurs, ces panneaux de couleurs.
Et l'idée de ce jardin, c'est qu'un jardinier, souvent, il interroge le ciel, quoi. La météo, quand on plante, on se dit, tiens, c'est chouette, il pleut, ça va arroser mes cultures, ou mince, il fait trop chaud, il faut peut-être que je les ombrage un peu. En permanence, on regarde la météo, ou on scrute le ciel. Et donc, c'est l'idée, voilà, de parler du temps qui fait et aussi du temps qui passe. C'est un lieu où on peut s'asseoir, il y a plusieurs petits fauteuils, et on peut prendre le temps, finalement, de regarder les nuages. Bon, c'est des jardins où on peut prendre le temps. On court souvent, mais là, on peut prendre le temps. Donc là, on est sur une autre partie, donc toujours dans la partie historique. Gilles Clément parle souvent de la notion de climax et en fait des différentes strates végétales et de l'évolution ou de la conquête du végétal sur un terrain. Et donc souvent, un terrain, la première phase finalement, c'est plutôt le stade graminé. Et donc on a voulu parler de cette étape. Et donc on a un jardin qui est tout en ligne avec des graminées, donc une seule graminée par ligne, mais l'idée c'est que les cultures à chaque fois se mélangent. Finalement on a instauré des trames assez strictes, mais à chaque fois c'est montrer comment ces trames après changent et ne respectent pas le dessin finalement. On a aussi un platelage métallique qui est au milieu, qui peut être déplacé et à travers lesquels les graminées peuvent passer. On a travaillé ce jardin avec un pépiniériste qui s'appelle Éric Laguin. Et alors, je le dirai à 2-3 endroits, mais c'est vrai que souvent, on essaye de profiter du savoir finalement des pépiniéristes. Parce que c'est des gens, Éric Laguin, c'est quelqu'un qui voyage beaucoup, il va chercher des graminées dans le monde entier, il les acclimate. Et c'est vrai que je trouve ça passionnant de profiter du savoir des pépiniéristes et puis d'échanger avec eux sur les types de graminées ou le type de plantes à mettre. Donc il y a aussi une vraie co-conception des jardins avec certains pépiniéristes. Donc le jardin, alors, qui a encore un peu évolué aujourd'hui, et donc aujourd'hui il y a beaucoup de graminées finalement qui passent, et les gens se feraient un passage à travers cette structure. Alors je ne l'ai pas dit, mais sur beaucoup de jardins, le chef jardinier de la Saline s'appelle Denis Duquet. Il a une formation de paysagiste concepteur, mais donc il est jardinier maintenant de la Saline. Et quand il faisait les festivals des jardins et qu'il a repris le festival en main, il a été étonné, mais il a sorti 3 camions de béton, parce que pour le festival, voilà, il fallait, admettons, fixer du mobilier, on mettait du béton, fixer un poteau, on mettait du béton, et donc finalement le jardin avait beaucoup de béton. Et donc il nous a imposé un peu comme contrainte de dire on peut utiliser du béton, mais seulement des éléments préfabriqués, dans l'idée en fait qu'il n'y ait pas de déchets. C'est-à-dire que si le jardin un jour est démonté, donc par exemple pour être concret, ce jardin comme le premier jardin des graines, toute la structure est posée sur des plots en béton, mais c'est des dalles en béton préfabriquées. Et si jamais on veut démonter le jardin, on prend la dalle, on la déplace, mais il n'y a pas de déchets en fait. Et c'est l'idée, voilà, c'est que même encore plus dans un jardin, alors il y a des matériaux manufacturés, là c'est des grilles en caillebotis, mais l'idée c'est de chaque fois qu'on recycle beaucoup, mais ce qu'on utilise en neuf, l'idée c'est de pouvoir le réutiliser d'une manière ou d'une autre, peut-être dans 10, 15 ou 20 ans. Et ça c'est une réflexion finalement qu'on se pose de plus en plus dans nos jardins ou dans nos projets, c'est comment mettre moins de béton finalement dans nos plantations, dans nos structures, ou faire le plus avec des matériaux naturels ou locaux ou des savoir-faire locaux. Donc l'étape d'après, c'est quand on laisse une prairie sans intervention, souvent on appelle ça une friche armée, où on dit qu'elle est en friche, mais il y a des épineux en fait, qui viennent reconquérir le site, et les épineux viennent protéger des plus grands arbres. Donc c'est une strate intermédiaire, c'est une phase intermédiaire entre la prairie et la forêt. Et donc, on a voulu faire un jardin qui parle de cette étape, donc avec des angles affirmés, une partie en prairie au centre, et on a installé en fait des épineux, alors, c'est pas les végétaux qu'on trouve dans les friches, dans les friches c'est plutôt les ronces, mais on a installé des aubépines, des poncirus, un rosier avec des épines rouges qui sont vraiment incroyables. Et donc, c'est un jardin qui fait un peu l'éloge des épineux. Pareil, souvent, on met des épineux pour que ça soit infranchissable, mais là, c'est montrer un peu cette strate intermédiaire entre le milieu ouvert et le milieu fermé. Ensuite, on a 2 jardins alimentaires qui sont juste à côté des cuisines d'Arc et Senans. Et donc, on a appelé ce jardin le pot à poules.
qui a un raccourci entre le poulailler et le potager. L'idée, c'est que les cuisiniers en fait, ont beaucoup de déchets alimentaires ou des restes de cuisine, de salade. Donc, le donne aux poules, peuvent récupérer quelques œufs. Et en fait, on a différents jardins avec des plantes aromatiques, quelques fleurs à couper ou quelques fleurs à manger aussi, et qui servent directement aux cuisines. Et on en parlera plus tard, mais il y a un autre jardin sur la permaculture. Et là, l'idée à moyen terme, c'est que vraiment le restaurant de la Saline soit en autarcie par rapport à ses cultures et ses besoins. Donc, bon, on avait imaginé en fait des dômes avec des petits tunnels dans lesquels pouvaient passer les poules. En fait, les poules, elles adorent sortir du tunnel, et c'est très bien. Et alors, les poulaillers, je vous reste. Donc, ça, c'était au début pour mettre les poules, mais elles avaient un vrai poulailler fermé le soir, alors, dans lequel elles vont d'ailleurs. Et donc, il y a un électricien à la Saline qui s'amuse en fait à éclairer les jardins. Et donc, il a mis un éclairage dans ces dômes et ça crée un éclairage assez étonnant. Et finalement, on s'est dit qu'on pouvait, avec des structures de saules, faire des éclairages qui soient assez intéressants en fait. Donc, un autre jardin sur l'alimentaire qui est sur une autre forme, qui est plutôt sur l'idée de la forêt comestible. Alors, que je ne connaissais pas, moi, c'est les jardiniers qui m'ont dit que ce serait bien qu'on fasse une forêt comestible. Et donc, l'idée, c'est un endroit qui était beaucoup plus couvert. On a coupé quelques arbres. L'idée, c'est de garder les arbres qui sont plutôt côté nord pour protéger du vent. Et par contre, côté sud, c'est profiter de l'ensoleillement, mais avec comme ça un angle pour que toutes les cultures profitent du soleil. Mais ce qui est intéressant, c'est par exemple les feuilles des arbres retombent sur les cultures et ça régénère le sol. Et on a sur un même jardin des plantes aromatiques, des plantes potagères, des noisetiers, par exemple des arbustes, des lianes avec des fruitiers qui poussent dans les arbres. Et c'est finalement un endroit où il y a toujours des choses à grignoter, à manger, à glaner, mais qui a un lieu plutôt ombragé. Donc c'est un jardin avec une ambiance qui est vraiment très sympa aujourd'hui. Et on avait créé, alors une autre anecdote, mais donc la Saline d'Arquet-Senans en fait accueille une 50aine d'écoles par an. C'est vraiment un lieu de pédagogie et il y a à peu près 300 élèves qui passent sur la Saline par an. Et le point un peu différent, par exemple par rapport à Chaumont ou d'autres endroits, c'est que là ils travaillent beaucoup avec les écoles et les élèves. Donc notamment, par exemple, toutes les structures de saules sont faites par une école à Faille-Bilot. C'est la dernière école qui tresse encore l'osier, qui crée des paniers. Et donc, tous les ans, ils nous font des structures en saule. Et on a créé une pépinière de saule pour qu'ils puissent d'ailleurs avoir les matériaux sur le site. Donc, quelques photos du chantier. Alors, il y a eu on s'est dit, quand on a travaillé sur ce projet du cercle immense, on a transformé quand même beaucoup les jardins. Et la Saline a commandé un reportage photographique, un photographe qui s'appelle Johan Jeudi. Et c'est intéressant parce qu'il a fait beaucoup de portraits finalement des jardiniers, des artisans. C'est des photos qu'on ne voit pas souvent. Souvent, on voit le résultat fini. Il n'y a pas de personnage souvent sur les photos d'architectes ou de paysagistes. Et donc là, c'est plutôt l'idée de montrer le savoir-faire, le faire savoir aussi, le geste des jardiniers et le geste des artisans. Donc là, c'est un autre endroit, c'est le portail qui a été créé pour passer dans l'autre demi-cercle et qui a été fait donc, par une entreprise locale avec une école de ferronnerie. Et là, c'est un artisan qui avait été retenu pour l'appel d'offres pour faire les escaliers belvédères, ça je vais passer, donc pour faire ces escaliers-là. Donc, je vous avais dit tout à l'heure, la Saline était un lieu fermé. Le site est entouré environ, il y a un mur de 3 mètres de haut à peu près. Et donc l'idée, c'était que les ouvriers ne partent pas avec le sel. Et donc tout était en autarcie. Et donc, après le concours, on nous avait dit, bon, il est possible de faire des ouvertures. Mais nous, on trouvait ça quand même très intéressant de garder ce mur. Vous allez voir, il y a plus loin une ouverture au centre. Mais sur les côtés, il nous semblait important de garder ces murs. Et donc, finalement, cette contrainte qu'on s'est un peu imposée, mais ça permet aussi de découvrir l'autre demi-cercle, de faire un effet de surprise et d'avoir une vue un peu plus plongeante sur les jardins.
Ces escaliers nous servent aussi, pour l'instant il n'y en a pas encore eu parce qu'il y a eu le Covid qui est passé par là, mais s'il y a un concert, en fait, ça crée des unités de passage et des sorties de secours pour enjamber le mur. Et donc là, on les a travaillés avec Alep, architecte du patrimoine qui est à Lyon. Et donc c'est des passerelles très très fines, un peu en équilibre au-dessus du mur. Et donc ensuite, on a créé une autre... Alors, c'est une ouverture qui existait en partie, mais qui était beaucoup plus étroite, qui faisait 3-4 mètres. Et là, il y avait quand même un enjeu. Alors, on est vraiment au centre du projet, donc à la charnière du nouveau demi-cercle. Il y avait vraiment un enjeu que le projet ne soit pas vu comme un arrière de la saline existante, mais qu'il soit vraiment vu comme un centre et une continuité. Donc, on a un grand portail. Alors là aussi, on a voulu... faire un portail qui est tout le temps ouvert pratiquement, mais pour montrer aussi que le site était fermé et on a aussi cette capacité à le pouvoir refermer si nécessaire. Donc on a remis sur ce portail la citation de Ledoux qui avait imaginé ce cercle immense et cette ville idéale. Donc l'autre côté du demi-cercle, alors je serai moins bavard parce que les jardins sont moins nombreux. Donc si on reprend la même coupe, on a la maison du directeur qui est ici, on a une petite écurie, mais qui est, alors ça c'est un vrai travail de Ledoux, qui est travaillé comme un petit pavillon, c'est une écurie, mais c'est presque un mini-château, quoi. Il apportait beaucoup de soins finalement aux animaux, et je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'était un architecte souvent qu'on nomme, c'est un architecte de la conciliation, il aimait marier les contraires. En fait, c'est une ville à la campagne, il y a le riche avec le pauvre, le travail avec l'habitat, le minéral avec le végétal. Et donc, il y a vraiment, je pense, une idée de conciliation. Et dans notre projet aussi, il y a cette idée de conciliation de la trame de Ledoux avec une trame végétale plus vivante. Et puis, une conciliation aussi entre l'environnement et un projet une création finalement. Donc, on a l'écurie, le forum, la prairie centrale, mais qui est une prairie plus vivante que la pelouse existante, les jardins pédagogiques, les jardins éphémères qui sont travaillés par les étudiants et la promenade comestible. Donc le forum, donc c'est un arc de cercle. Alors la Saline dans le concours il y avait une vraie demande d'accueillir des concerts et on s'est dit bon, il n'y a pas des concerts de 20 000 personnes tous les jours et nous on ne voulait pas qu'il y ait de concerts sur la prairie à l'arrière parce que finalement ça allait tout ravager. Donc les concerts auront lieu dans la saline existante. Par contre, on a fait un petit forum qui peut accueillir des pièces de théâtre ou des mini-concerts ou quand il y a un grand groupe, par exemple c'est une zone d'accueil du groupe avant d'aller dans le jardin. Et à chaque fois que j'allais sur le concours ou sur le chantier, je traverse la forêt de Chaux. Il faut 20 minutes en voiture à peu près pour traverser la forêt. Et je voyais tous ces arbres qui étaient sur le bord de la route. Et l'idée finalement était simple, c'était de récupérer. On a acheté des troncs d'arbres et puis il y a eu des échanges aussi qu'on a mis de manière aléatoire sur le forum pour faire, alors c'est pas des gradins parce que tout est à plat, mais pour faire des assises et accueillir des mini-spectacles. Donc on a fait vraiment avec les matériaux du site et le sol, c'est un mélange de copeaux de bois qui sont recyclés, qui sont récupérés dans les scieries, qu'on mélange avec la terre et finalement ça crée un sol plutôt perméable avec un matériau qui aurait été jeté finalement par les scieries. Et ça, c'est Denis Duquet avec ses équipes de jardiniers qui ont essayé ce système, qui l'ont un peu mis au point, amélioré. Et donc voilà, il y a vraiment eu un échange dans plein de domaines entre l'équipe de jardiniers et notre agence. Donc ici, après, nous avons l'axe central donc, du nouveau demi-cercle. On a voulu réinterpréter ce Somoduc. C'est donc ce petit canal en fait, qui amène l'eau salée jusqu'à Arquet-Senans. Et donc on a ces petits pas japonais en fait, qui permettent de sillonner dans la prairie, d'avoir une promenade un peu plus ludique que ce grand axe central. Et là aussi, l'axe central est fait en chaîne avec la forêt qui est à 100 mètres. Et là, on a vraiment insisté dans le cahier des charges, parce qu'aujourd'hui, finalement, c'est un peu absurde, mais des fois, c'est plus facile pour l'entreprise d'aller acheter du bois à un fournisseur à 300 km alors qu'il y a une forêt à côté. Donc dans le cahier des charges, il était demandé d'avoir une forêt
du bois de la forêt d'à côté. Donc là, on a la prairie fleurie. Alors, ça, c'est l'image du concours, mais on ne voulait pas une prairie fleurie avec de catalogue. Et on a proposé comme un petit laboratoire, finalement, sur ce projet-là. L'idée qui était importante pour nous, c'était de gérer la terre du site sans apport et sans l'évacuer. Parce que souvent, quand on fait un projet, là, on a dû faire du déblai-remblai, parce que le terrain n'avait pas les mêmes altimétries d'un côté ou de l'autre. Et donc, on avait vraiment cette volonté de ne pas évacuer, de ne pas amener. L'entreprise qui a été retenue, d'ailleurs, a fait un gros travail de calcul en déblai-remblai. Et le fait de garder la terre sur site, ça nous permet aussi de garder la banque de graines. C'est-à-dire que c'était une prairie qui était fauchée chaque année, mais finalement, dans cette terre, on a une banque de graines qui était existante. Et donc, on a proposé plusieurs protocoles. Donc, on a fait un relevé botanique avec l'école de Château-Farine pour voir ce qu'il y avait sur ce site. Donc, c'est une école de botanique. Donc, on a ressemé à peu près l'identique ce qu'il y avait auparavant. Ensuite, il y a eu une deuxième expérience qui était du transfert de foin, c'est-à-dire que la prairie qui était à côté, on a récupéré le foin qu'on a remis sur la terre, et une troisième zone où on n'a rien fait. On a laissé les végétaux sortir, et donc depuis 2-3 ans, l'école de Château-Farine fait un relevé. Alors visuellement, on voit il y a des fleurs un peu différentes, des couleurs différentes, mais ce qu'on veut voir, c'est au bout de 10 ans, comment la prairie évolue, laquelle est la plus riche, ce qu'on a semé au début, est-ce que c'est durable ou est-ce que ça disparaît. Donc voilà, il y a un petit laboratoire qui est fait sur les années futures. Et les jardins éphémères, finalement, n'allaient pas être réalisés tout de suite. Donc on a testé aussi des engrais verts pour enrichir le sol. Parce que c'est vrai que le fait de faire du déblai-remblai, ça déstructure quand même le sol. Ce n'est pas terrible non plus. Moins on le fait, mieux c'est. Mais donc on a mis aussi des engrais verts pour essayer de régénérer un peu le sol en place. Donc ensuite, dans le concours, il était demandé, c'était marqué il fallait faire un projet des métiers du paysage. Et on s'est dit, le paysage, même quand on fait un espace public ou un jardin, ce n'est pas juste les écoles du paysage classiques, mais ça peut être l'ornemental, ça peut être tout ce qui est lié à la médecine, ça peut être les éléments liés à l'eau, à l'agriculture et à la permaculture. Donc on a différents jardins finalement qui essayent de réunir en un même lieu les différentes visions du paysage et les gens qui travaillent sur le paysage. Donc on a un premier jardin sur l'ornemental où on assume un peu le côté fleuri du jardin. Donc on a un jardin de vivaces et de graminées qui sont répartis un peu par les couleurs. Et ce que j'aime bien dans ce jardin, c'est qu'on a vraiment, on montre comment on superpose la trame du projet de Ledoux, donc avec le rayonnement très strict qui amène sur le centre, et un jardin plus organique qui se modifie au gré du passage des visiteurs. Il y a certaines plantes qui poussent plus que d'autres finalement, donc les chemins se déforment. Donc finalement, ces allées sont un peu figées. Chaque entrée d'allée est marquée avec une dalle en pierre. Et par contre, l'intérieur de ce jardin se veut être très vivant. On a mélangé des plantes vivaces, des plantes annuelles. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on se rend compte que la nature est bien faite. Il y a une plante pour toutes les saisons et les abeilles, les insectes, les papillons s'y retrouvent finalement toute l'année. La palette végétale est vraiment extraordinaire pour ça. Donc ça, c'était les influences, mais ce n'est pas des photos de nous, c'est des photos de paysagiste Piet Oudolf. Je n'ai pas de photos du projet final, mais le jardin commence vraiment à bien fonctionner aujourd'hui. Donc, ensuite, on a un deuxième jardin sur la thématique des plantes médicinales et aromatiques. Et donc là, ce qu'on a voulu raconter, donc on a toujours cette trame très régulière. On a voulu faire un jardin médiéval, un peu en carré, comme on le voit dans beaucoup de jardins. Ensuite, ce jardin se déstructure. Et ensuite, on a les mêmes plantes, mais qui se mélangent entre elles. Et finalement, là, on se promène dans un jardin de plantes aromatiques, alors que là, on a une promenade plutôt autour de chaque carré. Donc, en fait, c'est un travail plutôt spatial de découverte des mêmes plantes, mais de manière différente.
Et à chaque fois aussi, sur chaque jardin, l'idée c'est de faire des ateliers. Il peut y avoir des ateliers de bouquets, par exemple sur le premier jardin. Il y a des plantes tinctoriales aussi, donc il peut y avoir des ateliers sur la teinture. Là, il y a des plantes sur les aromatiques. On peut apprendre à faire des tisanes aussi ou à reconnaître les plantes aromatiques. Toutes les plantes ont été nommées et étiquetées. Donc, quelques photos. Alors, après, on a un jardin. Alors, là, on a mélangé plusieurs thématiques, mais on a un bassin sur la thématique de la phytorémédiation. C'est cette capacité qu'ont certaines plantes aquatiques finalement à dépolluer l'eau. Donc, l'eau n'est pas du tout polluée, mais on voulait montrer cette thématique-là. Et puis, comme je vous disais, en fait, il y a beaucoup d'éléments de structure en saule à la saline. Il profite de l'école de Faï-Bilot, donc qui fait de nombreuses cabanes ou du tressage en saule. Et donc, finalement, cette collection de saule nous sert un peu de pépinière pour les différents jardins. Donc, quelques plantes qui ont été mises lors du concours. Là, le bassin. Alors, ça, c'est un jardin que j'aime beaucoup. Donc là, il y a eu un vrai travail avec une association qui s'appelle Graines de Noé. Donc c'est le jardin sur la thématique agricole. Et en fait, on a rencontré un monsieur qui doit avoir 80 ans aujourd'hui et qui est agriculteur et qui a toujours été étonné finalement au fur et à mesure de sa carrière. Il a vu qu'on lui demandait d'utiliser toujours les mêmes blés et qu'à la fin de sa vie, il y avait 5 blés, alors qu'en fait, il y a une multitude de blés, quoi. Des petits, des grands, qui poussent à toutes les saisons. Et donc lui, un peu en cachette, il les a récupérés, il s'est fait une collection en cachette, parce qu'à un moment, c'était un peu comme Cocopelli, il était interdit finalement de reproduire ou de commercer finalement des graines qui n'étaient pas normalisées ou numérotées. Et donc, c'était un peu clandestin pendant une période, donc c'est un agriculteur un peu rebelle. Mais aujourd'hui, tout ça est bien sûr valorisé. Et donc l'idée, par contre, ces graines sont intéressantes que si elles sont mises en culture et puis pour qu'elles restent vivantes finalement. Et donc on teste par rangée différents types de blé. On se dit aussi qu'avec le réchauffement climatique, avec les maladies, des variétés oubliées peuvent revenir à la mode en quelques années. On voit que beaucoup de personnes sont allergiques aussi au blé parce que peut-être qu'on utilise trop souvent le même blé. Donc pour moi, il y a un enjeu important. Et donc, on a créé ces bandes avec un cheminement central. Et là aussi, on a travaillé sous forme d'un jardin. Mais c'est aussi pour mettre en valeur le travail de cette association. Et on a un dernier jardin, je pense que je n'ai pas de photo, sur la permaculture. Et ce jardin, alors, il s'est mis en place que cette année. Et l'idée à terme, c'est vraiment d'alimenter au maximum le restaurant de la Saline pour que tout soit en économie circulaire. Et vous l'avez compris, avec beaucoup d'éléments de chaque jardin, il y a des échanges entre chaque jardin, il y a de la récupération. Et toujours, enfin, ce n'est pas la forme du site, mais ça y contribue. C'est un jardin qui fonctionne beaucoup en économie circulaire et en récupération. Ensuite, on a la promenade comestible, donc, qui est en périphérie et qui est en symétrie de cette promenade. Et donc, ce qu'on a voulu, là, c'est travailler avec un autre pépiniériste qui s'appelle les pépinières d'Ima et qui travaille sur des variétés de fruitiers anciens. Alors, il n'y a pas que des fruitiers anciens, mais une bonne partie le sont. Et l'idée, en fait, on s'est amusé à planter les arbres dans l'ordre de fructification pour faire comme un grand calendrier un peu botanique ou de fruits. Alors, il y a 2 clins d'œil, c'est qu'en Franche-Comté, on dit souvent que c'est la capitale de l'horlogerie. Il y a Besançon qui est pas loin, il y a la Suisse. C'est des villes où on travaillait beaucoup sur la notion du temps et l'horloge. Et on dit que Ledoux a dessiné la Saline d'Arc-et-Senans en s'inspirant de la course du soleil. Et donc voilà, là c'est une autre course, c'est un autre cycle. Mais finalement, chaque fois qu'on vient à la Saline, on peut voir un peu les fructifications. Alors, les fruitiers ont été plantés il y a 3 ans, on a très peu de fruits pour l'instant, mais on a eu nos premiers coins, on commence à avoir quelques cerises. Voilà, il faudra peut-être 5-6 ans avant d'avoir des fruits, mais il y a cette promenade qui est proposée. Donc des photos du chantier. Alors, au tout début du chantier, on était encore dans la gadoue et la terre. Donc là aussi, ce travail de reportage avec Johan Judy, qui est venu régulièrement
tous les mois à peu près photographier ce jardin. Alors, ça, c'est une petite parenthèse parce que je ne voulais pas oublier que ce jardin a été fait avec beaucoup de partenariats. Donc, les gens de notre agence. Et puis, je prends le temps de le dire parce que, pas contrairement, mais encore plus que sur d'autres projets, c'est un projet un peu exceptionnel pour nous. Donc, c'est un projet où on a senti un travail main dans la main et finalement qui est un peu différent, même s'il y a eu un appel d'offres. Les entreprises ont fait du très très bon travail. Des fois, ils essayent d'aller vite pour gagner de l'argent. Et là, en fait, l'idée, c'était de faire bien. Ce qui est à souligner aussi, c'est que les entreprises du coin se sont associées en disant là, c'est un appel d'offres un peu exceptionnel. On ne va pas se faire concurrence là-dessus. Et si on faisait une équipe ensemble et on répond tous ensemble. Et donc, on a eu plusieurs équipes, mais certains ont répondu tout seuls. Et on a choisi finalement un groupement d'entreprises parce qu'on trouvait ça bien, en fait. Alors, ils étaient compétitifs, c'était un appel d'offres, mais c'était compétitif. Et on trouvait ça bien dans l'image de venir, on est concurrents, mais sur ce coup-là, on veut travailler ensemble. Donc, il y a l'entreprise ID Verde, l'entreprise Penquin, Albizia, FCE, Citeos, qu'on a un peu d'éclairage, un serrurier qui s'appelle MS2G, un fontainier qui s'appelle Mauchamp, et une personne qui a fait des forages qui s'appelle Monsieur Platret. Et ensuite, donc, on a travaillé avec différents partenaires, donc les pépinières L'Autre Jardin, les pépinières Imbert, pépinières Dima, l'association Graines de Noé sur les Bleus Anciens, un tailleur de pierre qui est vraiment exceptionnel qui s'appelle Guillaume Duc, la Ligue de protection des oiseaux, qui nous ont vraiment accompagnés en amont et pendant le chantier, la fédération de chasse, vous voyez, des fois, il y a aussi, on a planté une haie bocagère et la fédération de chasse s'est proposée en fait, pour planter cette haie avec des étudiants. Une entreprise locale qui a fait le portail qui s'appelle Mention et qui a un savoir-faire très particulier et très pointu sur la ferronnerie. Et après, donc, de nombreuses écoles qui travaillent sur le site. Donc, je fais un tout petit peu de pub, mais je sais qu'il y a des étudiants en école du paysage. Donc, il y a des jardins éphémères. Il y a une dizaine de jardins. Donc, chaque année, on invite les étudiants, sous la forme d'un petit concours, à imaginer un jardin. Et ensuite, le jardin est réalisé par des écoles d'horticulture ou de paysage, du CAP jusqu'au BTS. Donc, c'est ouvert aux étudiants de toutes les écoles en paysage et aux jeunes diplômés aussi. Donc, je le dis, mais c'est une super expérience. La Saline loge les étudiants. Et puis, le cadre est exceptionnel. Et l'équipe de jardiniers est vraiment exceptionnelle. Donc, quelques photos du projet vues depuis l'arrière. Donc, où on voit l'écurie. Mais le Doubs avait bien fait les choses, parce que ce n'est pas un arrière. C'est vraiment l'écurie est dessinée même de l'autre côté. La maison du directeur, mais côté arrière. Donc, la perspective qui est faite avec ce platelage bois qui fait que la forêt de chaux, qui était juste à côté. Les deux bassins qui permettent aussi de refléter les bâtiments quand on est en face des bassins. Donc, le projet au tout début des terrassements. Une photo que j'aime bien où on commence à voir le dessin avec juste le travail de la terre et puis des premières plantations. Alors, ce que je n'ai pas dit aussi, mais c'est qu'on a la chance d'avoir un club de montgolfières qui est juste ici. Et donc, ils ont un lien Facebook. Toutes les semaines, on a des photos de montgolfières. Et donc, c'est déjà très beau de voir les montgolfières décoller. Et puis, on a des très belles photos de jardin. Parce que, même si ce n'est pas notre sujet, c'est quand même un jardin qui est intéressant vu du ciel. Et il y a un aspect formel indéniable, même si ce n'est pas notre propos. C'est quand même intéressant vu du ciel. Donc, d'autres vues un peu plus éloignées, où on voit en premier plan donc les jardins éphémères, les jardins pédagogiques, la prairie, avec juste les allées qui sont tondues, le forum et la partie historique. On voit les petits escaliers belvédères aussi qui sont sur le côté, qui sont juste en connexion des arrondis finalement. Donc ça permet d'enjamber et de découvrir l'autre jardin. Et au centre, ici, on a le grand portail que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, donc une dernière image, et avec une citation de Ledoux, que j'aime beaucoup, parce qu'elle symbolise un peu sa vision poétique et sa vision un peu de l'espace. Donc ici, c'est une goutte d'eau suspendue en l'air qui acquiert
qui acquiert en tombant une valeur progressive et fonde la ville dont vous voyez le plan masse. Merci beaucoup.